Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme cette semaine, les dirigeants des pays de l'OTAN se sont réunis à La Haye pour leur sommet annuel. Face à la menace latente que représente la Russie, ils ont convenu d'une augmentation drastique de leurs dépenses de défense collective. Mais cet effort commun est difficile pour certains et surtout un motif pour satisfaire l'homme imprévisible qu'est l'actuel président des États-Unis. Est-ce que cela résout tous les problèmes désormais ? Et le sommet de l'OTAN a été éclipsé par le conflit au Moyen-Orient. En effet, le plus grand et le plus important membre de l'Alliance est devenu partie prenante dans cette guerre. Les attaques des États-Unis contre les installations nucléaires iraniennes ont été menées en soutien à Israël et ont finalement abouti à un cessez-le-feu, mais celui-ci a été rompu quelques heures plus tard. La diplomatie a-t-elle encore une réelle chance ? Alors pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sandro Gozi, eurodéputé de Renew. Bonjour Sandro. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Élie Perrault, chercheur à l'université VUB en Belgique. Bonjour Élie. Bonjour. Et Jean-Marc Germain, eurodéputé du groupe des socialistes et démocrates. Bonjour Jean-Marc Germain. Alors, avant de vous entendre et de commencer ce débat, je vous propose d'explorer le sujet principal de l'actualité. On regarde. Depuis des décennies, l'Europe s'est imposée comme l'alliée la plus fidèle des États-Unis. C'est ainsi que la plupart des responsables politiques et militaires des deux côtés de l'Atlantique concevaient le rôle de l'Europe sur la scène internationale. Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus. Le président américain Donald Trump traite désormais ses alliés historiques comme de simples profiteurs, peu fiables et intéressés. Dès lors, la crainte d'un désengagement américain provoque une véritable angoisse existentielle en Europe. En cas d'attaque russe, qui prendra la tête de la défense occidentale ? Réunis à La Haye, les alliés européens de l'OTAN se sont engagés à renforcer l'investissement dans la défense de leur propre continent. L'objectif, atteindre 5% du PIB dans les prochaines années. Est-ce réaliste pour tous ? Et surtout, est-ce que cela suffira à apaiser Washington dans les années à venir ? Alors, Sandro Gozi, je me tourne vers vous. Des dépenses à hauteur de 5% du PIB dans les prochaines années. Alors, c'est beaucoup, c'est pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Moi, je crois que c'est nécessaire. Cette nécessité européenne, ça correspond aussi à un souhait américain que Donald Trump nous rappelle à sa façon, mais qu'elle a depuis longtemps, depuis Barack Obama. Les Américains insistent sur le fait que nous devons assurer plus notre autonomie stratégique. C'est aussi une des priorités sur lesquelles, en tant qu'Union européenne, nous voulons travailler. Et je crois que ça veut dire aussi faire plus pour la défense, ça veut dire investir aussi plus pour la défense européenne et pour l'industrie de la défense européenne. C'est une question fondamentale. On va augmenter les dépenses militaires, mais on doit les faire pour investir plus dans la défense européenne. C'est le travail que nous avons fait avec les programmes SAFE qui veut réserver et doit réserver une grande partie de l'argent disponible pour développer des projets d'industrie de la défense. Et puis, il y a des aspects infrastructure, cybersécurité. Quand on parle de défense et de sécurité, désormais, on va au-delà de la dépense strictement militaire. On parle de 5%, mais il y a un 3,5% des dépenses, disons, militaires selon les critères de l'OTAN. Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous devons faire pour assurer plus notre cybersécurité. Alors, ce chiffre de 5%, et je me tourne vers vous, Élie, c'est faisable et est-ce que c'est pertinent face à la menace actuelle ? Je pense que vraiment ça c'est l'effet Trump d'avoir un objectif numérique comme ça clairement affiché de 5% parce que on avait l'objectif de 2% non, en 2014 après le sommet au Pays de Galles. Et la musique qu'on entendait même en 2023, en 2024, en fait, c'est que les alliés de l'OTAN devaient augmenter au-delà de 2% pour mettre en œuvre les plans qui avaient été décidés en 2023 à Vilnius, au sommet de l'Alliance. Et il y avait déjà une musique, on irait vers 3,5%, mais peut-être que sans Trump, on n'aurait pas eu un objectif numérique aussi haut. Et pour pouvoir le réaliser, il y a eu un peu ce jeu comptable où on dit 3
0,5% sur la défense proprement dite, comme c'est dit dans le communiqué de l'Alliance, et 1,5% pour tout ce qui est mobilité militaire, sécurité des infrastructures, etc. Donc peut-être, en étant un peu créatif, on peut y arriver, mais ça va demander vraiment des choix politiques très difficiles. Et on voit avec le cas de l'Espagne déjà que ça crée des conflits et des tensions. Justement, vous êtes d'accord avec ça? Ça va demander des vrais choix politiques, ces 5%? Oui, enfin, d'abord, ce choix de 5%, il est un peu absurde. Enfin, si on devait vraiment dépenser 5%, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les pays du monde sont armés jusqu'aux dents, comme les États-Unis, qui est un pays qui est capable de frapper, on l'a vu en Iran, n'importe où, n'importe quand, avec une immense force. En réalité, moi, je vois ça un peu, Donald Trump, c'est un peu comme, vous vous souvenez, ce film Mamie Daniel, là, c'est Papy Trump. Il veut 5%. D'ailleurs, on l'a appelé Daddy. Ouais, Daddy. Rutte lui-même Voilà. l'a appelé Daddy. Et donc, il ne faut pas le fâcher parce que sinon, il s'énerve et il casse les plats. Et donc, il voulait ces 5%. On a fait, comme vous venez de le dire exactement, un tour de passe-passe. La réalité, c'est que c'est 3,5% et c'est cohérent avec ce qu'on fait en Europe. Exactement. Puisque la Commission européenne, et avec le consentement du Parlement européen dans ce plan REARM, va autoriser les États membres de passer de 2% à 3,5%. Moi, ce que je pense, c'est que maintenant, il faut qu'on fasse un travail sérieux. Trump va repartir à la maison, tant mieux. Il a préservé l'essentiel parce que l'enjeu de ce sommet, on n'en parle pas, c'était ce fameux article 5 qui fait que si nous sommes agressés, automatiquement les États-Unis doivent intervenir. Et que le président Trump a remis un peu Il l'avait mis en cause et là, Ouais. noir sur blanc, c'est l'article 1, il s'engage sur l'article 5, on voulait ça et Papy Daniel ou Papy Trump, il retourne aux États-Unis. Nous, on veut faire 1,5% de plus. C'est pas juste parce qu'il faut faire plus, c'est parce que c'est fondé sur des études précises que nous avons faites en nous disant on a besoin de quoi? On a besoin d'un système d'observation, de renseignement. Vous avez vu que quand Trump a arrêté le renseignement pour défendre l'Ukraine, l'Ukraine a été menacée et a failli perdre la guerre en quelques heures. Donc il nous faut un système satellitaire, par exemple, ça coûte 25 milliards d'euros. Il nous faut aussi, on s'est rendu compte qu'il nous faut une armée mécanique. Parce que ça a été la difficulté de l'Ukraine. Il faut qu'on ait quasiment autant de matériel en Europe que les Russes pour pouvoir arrêter à la frontière une armée, parce qu'on ne va pas utiliser tout de suite l'arme nucléaire. Et donc ça coûte aussi des dizaines de milliards, ça a été chiffré. Mais c'est ça qu'il faut se dire. On a besoin de quoi? Il faut aussi des drones. Maintenant, les guerres modernes, elles se font avec des nuées de drones. Après, Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faut examiner les besoins. Et la deuxième chose qui est très importante... Mais ça va coûter cher, tout ça. Ça va coûter à peu près 1,5% du PIB. Et donc, il faut passer de 2 à 3,5. En fait, on n'a rien changé. Et la deuxième chose, par contre, c'est moi, je suis totalement opposé à ce qui est la direction qui est en train d'avoir lieu, c'est que ce soit fait au niveau des États membres. Les 1,5% supplémentaires, ils devraient être européens. Parce que imaginez maintenant qu'au sein des États membres, on soit tous armés comme jusqu'aux dents, les Allemands, les Français, les Italiens. Eh bien, on sait, malheureusement, dans l'histoire européenne, que ça porte des risques à l'intérieur de l'Union européenne, qu'un jour, ces armes, elles se retournent entre elles contre les pays européens. Et donc, il faut que ce soit une défense avec justement des armements cet européens. aspect budgétaire. On a vu aussi que ça pose des problèmes, notamment avec l'Espagne. Oui. Mais est-ce que c'est soutenable au niveau budgétaire, ces 5%? Mais moi, je crois que... on répète, on a exactement dit la même chose, je suis tout à fait d'accord. Il faut regarder les 3,5%, et c'est la dépense strictement militaire. Il faut voir comment y arriver. On y arrive aussi en investissant beaucoup plus sur la défense européenne. Donc ça favorise la croissance. Avec le plan ReArm. Ça crée des emplois. Moi, la décision la plus importante qu'on a prise dans les derniers mois, c'est certainement ce plan ReArm Europe qui met à disposition 150 milliards pour des projets intégrés européens. Parce qu'il est clair que nous pourrons assurer notre sécurité collective et éviter des retours au passé seulement si, au lieu d'investir 27 fois au niveau national, on investit sur des projets intégrés et on développe aussi une industrie intégrée de la défense européenne. Mais nous devons aller dans cette direction parce que les Américains ont d'autres priorités stratégiques et ce ne sont pas nouvelles. Déjà, je répète, à l'époque de Barack Obama, la priorité, c'était surtout les Pacifiques et la Chine. De l'autre côté, nous devons pouvoir défendre nos intérêts, assurer notre sécurité. Il ne faut pas aller vers une course à la dépense militaire, mais la Russie est désormais dans une économie militaire de guerre. Elle a augmenté
de 9% la dépense militaire. La Chine a augmenté de 7%. Nous devons, si nous voulons aussi sur la scène internationale être influents et crédibles, nous devons avoir les moyens de nos ambitions. Et la dépense militaire et tout ce qui est sécurité satellitaire, la politique de l'espace, sont là pour nous donner les moyens pour être crédibles et influents. On parlera de sécurité de façon large, mais allons maintenant à La Haye, où notre reporter Shona Murray couvrait le sommet de l'OTAN. Nous lui avons demandé d'évaluer le sommet, en particulier le nouvel objectif de 5% du PIB pour les dépenses de défense. On l'écoute. Même si le Moyen-Orient a dominé les gros titres, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a été très clair. Il ne voulait pas que cette question prenne le dessus sur ce sommet. Selon lui, les alliés de l'OTAN devaient rester très concentrés sur l'objectif principal et l'ambition des derniers jours, à savoir passer de 2% à 5% du PIB consacré à la défense. Un autre point abordé lors de ce sommet, l'Espagne affirme avoir réussi à négocier une exemption à cette règle. Il faudra voir comment cela évoluera dans les années à venir. Les alliés disposent d'environ 10 ans pour atteindre cet objectif de 5% de dépenses. Un autre moment marquant de ces derniers jours a été le rôle quelque peu réduit de l'Ukraine et du président Volodymyr Zelensky au sommet. Surtout en comparaison avec l'an dernier, où la perspective d'une future adhésion de l'Ukraine à l'OTAN avait beaucoup été discutée. Ce sujet a désormais complètement disparu de l'agenda. Alors Élie, je me tourne vers vous. Shona a parlé de l'exemple de l'Espagne, justement. Pedro Sanchez a dit que c'est impossible sans augmenter les impôts de la classe moyenne, réduire les services publics et les prestations sociales pour ses citoyens ou réduire son engagement en faveur de la transition écologique. Est-ce qu'il a raison, Pedro Sanchez ? L'argent, de toute façon, c'est sûr, il faut faire des arbitrages. Soit il faut augmenter, si on a un poste de dépense qui augmente, comme la défense, soit il faut augmenter les impôts, faire de la dette ou réduire d'autres dépenses. Donc ça demande des arbitrages. Et je pense que justement, là, ce qui va se passer, c'est les gouvernements, les exécutifs se sont engagés au sommet de l'OTAN, mais il y a une question, est-ce que les parlementaires nationaux vont suivre ? Parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites au niveau du Parlement européen, mais fondamentalement, la défense, le budget de défense, c'est décidé au niveau national. Et donc, ça vraiment nécessite un accord, et en particulier des coalitions. Dans le cas de l'Espagne, on voit bien, c'est difficile pour le gouvernement de Pedro Sanchez, parce qu'on a la gauche, le Parti socialiste, et aussi Sumar, qui est vraiment contre des dépenses militaires supplémentaires. Et chaque pays va devoir voir comment ils gèrent leur coalition parlementaire, si vraiment, en fait, ils peuvent trouver une trajectoire, en fait, pour augmenter les dépenses militaires. Ça veut dire qu'on parle de l'Espagne aujourd'hui, mais ça pourrait aussi se passer dans d'autres pays européens. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, la France est totalement... Cet arbitrage dont vous parlez. Mais la France, il faut se dire les choses très clairement, est totalement incapable d'atteindre les 5% du PIB, sauf à augmenter de 3 points de PIB les impôts, c'est-à-dire on parle de 70 milliards. Et donc, quel gouvernement va être capable d'augmenter les impôts? Alors, je rappelle que la France consacre actuellement environ 2% de son PIB aux dépenses militaires. Mais en plus, nous pensons que ce n'est pas souhaitable. Enfin, encore une fois, je redis l'exemple que j'ai dit. Est-ce qu'il faut vraiment que tous les pays du monde soient armés jusqu'aux dents comme les États-Unis? La réponse est non. Et donc, revenons à des objectifs bien précis que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres besoins qui sont à couvrir au niveau de l'Union européenne comme au niveau des nations, et notamment la transition écologique, qui va demander aussi des moyens à peu près du même ordre de grandeur. Et donc, s'il faut choisir entre s'armer jusqu'aux dents pour un truc qui, au fond, probablement ne servira à rien, c'est-à-dire vous allez mettre des stocks d'armement dans une pièce et vous aurez dépensé l'équivalent de ce qui permettait de passer à un monde sans carbone. Et ça, c'est des vrais choix qu'on a à faire. Donc, restons sur des objectifs raisonnables, de manière méthodique, comme on fait en Europe. En Europe, on n'a pas commencé par dire 5%. On a fait un livre blanc sur quels sont les besoins que j'évoquais tout à l'heure. On les a identifiés les uns après les autres. Et très sérieusement, on va essayer de le faire. Moi, je suis rapporteur de ce qu'on appelle le Fonds européen sur les industries de défense. Eh bien, on fait en sorte que les industriels de la défense européenne travaillent ensemble pour travailler des équipements communs. Je vais vous donner juste un chiffre. Il y a une étude qui a été publiée dans le cadre du rapport Draghi qui montre que si vous faites la même chose au niveau européen que vous auriez fait au plan national pour les types d'équipements dont je parlais, vous pouvez économiser de l'ordre de 50 milliards par an. 50 milliards par an, parce que vous auriez les mêmes équipements qui peuvent travailler ensemble sur un champ de bataille et qui seront bien plus efficaces et qu'il y aura des gains d'échelle pour les produire. Donc ça, pour nous les Européens, pour nous les députés européens, c'est un enjeu absolument majeur. Et je le redis, le danger
il est double, c'est qu'on fasse des armées dans tous les pays européens et qu'on abandonne le social et l'écologie. Sandro, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré qu'il était inconcevable que la Russie puisse produire plus d'armements que l'OTAN. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? La Russie est une menace réelle, pas que pour l'Ukraine. Je crois que la Russie est en train de tester notre capacité d'action et de réaction sur l'Ukraine. Et il y a plusieurs rapports des services secrets, de l'Intel, des analystes de plusieurs pays qui disent que la Russie, dans les 3-7 ans à venir, même les Allemands nous ont dit que dans les 3-7 ans à venir, la Russie s'est préparée à tester l'OTAN et l'Union européenne dans les pays baltes, par exemple. Donc, il est clair que nous devons être crédibles par rapport aux ambitions impérialistes de Poutine qui sont très clair. Et c'est pour cela que je suis d'accord. C'est en Européens que nous devons développer un plan d'investissement dans la défense et nous devons repenser l'idée, les concepts de sécurité collective. Tout ce que nous avons fait depuis Helsinki en 1976 en Europe s'est écroulé du moment où Poutine a envahi l'Ukraine. Nous devons réorganiser une façon de coopérer, de coexister et d'assurer notre sécurité dans le continent. Et nous devons le faire surtout en tant qu'Européens. Donc, de ce point de vue, éviter les duplications, augmenter l'efficacité de la dépense en développant des projets européens, c'est pour nous fondamental, mais nous devons être maîtres de notre destin. Après, ce qu'on doit dire aux Américains, peut-être on va y arriver un peu, c'est qu'on ne peut pas demander aux Européens de devenir des adultes de leur sécurité, donc de commencer à assumer les responsabilités, alors que pour 70 ans, à quelques exceptions près, la France est peut-être une des exceptions, le Royaume-Uni c'est une autre, mais les autres ont bénéficié de la dépense militaire américaine. Et de l'autre côté, nous devons assurer la paix en Europe en dépensant plus, et les Américains nous déclarent la guerre commerciale. Les deux choses ne vont pas ensemble. Et donc, nous voulons bien coopérer avec eux et augmenter la dépense pour assumer nos responsabilités, mais ils ne peuvent pas déclarer à leurs meilleurs alliés en même temps la guerre commerciale. Alors juste pour revenir sur l'Ukraine, parce que l'Ukraine jouait un rôle central lors du sommet de l'OTAN l'année dernière à Washington, c'est clairement pas le cas. On l'a vu là maintenant. Elie, justement, c'est un problème quand même, parce qu'on ne parle plus... Enfin, que signifie ce recul sur l'Ukraine, justement ? Je pense que ça, c'est vraiment encore l'effet Trump. Trump qui n'est pas forcément le plus grand soutien de l'Ukraine. L'Ukraine, là, dans le communiqué vraiment très mince, qui est ici du sommet de l'OTAN, est mentionné, mais de manière très indirecte, c'est-à-dire que les dépenses qui sont faites en faveur de l'Ukraine d'armement compte dans ces 5%, donc c'est comme ça que c'est mentionné, alors qu'en 2024, en fait, le communiqué de l'OTAN disait que l'Ukraine était sur une trajectoire irréversible d'intégration à l'OTAN. Et ça, c'est un langage qu'on n'a plus dans le communiqué. C'est ce que le secrétaire général Mark Rutte a dit dans sa conférence de presse, mais ça veut dire que ça n'a pas été du langage qui a été repris au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Donc on voit que l'Ukraine est un peu plus isolée, en fait, par rapport à l'OTAN. Le président Zelensky n'a pas participé directement aux réunions de l'OTAN. Il y a eu une réunion bilatérale avec Trump, apparemment qui s'est bien passée, mais on voit quand même que l'Ukraine est un peu mise de côté. Est-ce que c'est préoccupant, Jean-Marc, justement, que l'Ukraine soit mise de côté ? Alors moi, j'ai une lecture un peu différente, mais peut-être par l'histoire de ce communiqué, c'est qu'initialement, Trump refusait qu'on désigne la Russie comme l'adversaire de l'OTAN, et refusait qu'on mentionne totalement l'Ukraine, alors qu'on dit quand même que les États de l'OTAN sont conscients que la sécurité de l'Ukraine contribue à leur propre sécurité. Donc on ne défend pas l'Ukraine en tant que telle, mais on la défend parce qu'on défend notre propre sécurité. Mais l'Ukraine en fait partie. Et surtout, ce qui était plus important, c'est que je disais, il faut dire qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent et aussi quel est notre adversaire principal du moment pour pouvoir s'armer. Si vous êtes un bouclier contre les Russes, c'est pas pareil que de le faire contre les Chinois ou les Iraniens. Donc moi, je verrais les choses de manière un peu plus positive. Et puis l'autre élément géostratégique, c'est que dans les discussions entre Trump et Poutine, il y a la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et la ligne rouge pour Poutine, c'est de dire si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, alors j'arrête pas la guerre. Et donc si vous n'engagez pas à ce qu'en fond, il y ait une distanciation qui se crée et on ne peut pas espérer une paix rapide. Et donc je pense que Trump a cela en tête. Et donc une façon pour les Européens aussi de ne pas compromettre un espoir de paix en Ukraine, c'est de ne pas montrer trop de proximité et trop d'engagement à avoir une proximité avec l'OTAN, et plutôt de mettre le paquet sur l'entrée
de l'Ukraine dans l'Union européenne et de préserver cet objectif-là. Moi, je pense qu'il y a un peu ça qui se joue aussi derrière cette demi-distanciation. Mais encore une fois, moi, ce matin, quand je me suis levé, j'avais peur qu'on ne désigne pas la Russie comme l'adversaire et que Trump n'en veuille pas et qu'il n'y ait aucune mention de l'Ukraine. Donc, le verre est à moitié. Il faut considérer aussi qu'on a commencé cette période, cette journée, etc., avec Trump qui mettait des doutes sur la volonté de respecter l'article 5 de l'OTAN, selon lequel une attaque contre un membre de l'OTAN, c'est une attaque contre tous, et donc ça engage les États-Unis à intervenir. Donc on a commencé les négociations de très loin, et malheureusement, avec Trump, il faut toujours retourner aux fondamentaux. Consolider les fondamentaux et après aborder les nouvelles questions. Et ça, c'est très important parce que moi, je suis allé en Lettonie récemment. En Lettonie, la crainte, c'est que si l'article 5 disparaît, le lendemain, les Russes franchissent la frontière de la Lettonie qui n'est pas du tout protégée et commencent à envahir les villages qui seront pro-russes. Et personne n'ira les défendre et ce sera le début d'une guerre qui s'est étendue à l'Europe. Le fait que l'article 5 reste, c'est de dire que les États-Unis, s'il y a un pas d'un soldat russe qui met le pied en Lettonie ou en Pologne ou en Estonie, eh bien, il y aura des conséquences très fortes. Et du coup, après, on ne sait pas si, avec l'imprévisibilité de Trump, il peut remettre en question l'article 5 et en même temps signer le communiqué. On est dans la dissuasion et on est dans la réaffirmation des principes fondamentaux. Et je crois que les choses positives, si nous voulons regarder au côté positif, d'un côté, l'engagement réaffirmé des Américains sur l'article 5 de l'OTAN, et de l'autre côté, une volonté des Européens de construire ces piliers européens de l'OTAN, que ça a été toujours un souhait américain, mais qui va absolument dans la bonne direction pour nos intérêts et nos valeurs. D'accord. Construire ce pilier de la défense européenne, c'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. On prend un temps de pause, mais restez avec nous pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ce qui se passe en Iran après l'intervention militaire des États-Unis. À tout de suite. Merci. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. Alors, l'ordre donné par Donald Trump d'attaquer les installations nucléaires iraniennes à la demande d'Israël a marqué une nouvelle phase dans le conflit au Moyen-Orient. Le problème, il y a encore trop peu de réponses à trop de questions. La décision de Trump revient-elle à donner un coup de pied dans un nid de frelons ? Quels sont les véritables dégâts causés par les bombardements ? Le programme nucléaire iranien appartient-il désormais au passé ? Et qu'en est-il d'un éventuel changement de régime à Téhéran ? Et enfin, qu'en est-il du cessez-le-feu ? Je me tourne vers vous, Sandro. La question du programme nucléaire iranien, est-ce qu'elle est devenue presque obsolète ou enterrée sous les décombres ? Écoutez, j'en sais rien. Vous n'avez pas les secrets. Parce qu'on a entendu 2 versions opposées de la part de la presse américaine et de la part des déclarations du président Trump. C'est qu'il est clair que même après les frappes américaines, si nous devons résoudre la question de l'enrichissement de l'uranium et de l'arme nucléaire de l'Iran, il faut revenir à la diplomatie, il faut revenir aux négociations. Et je crois que Trump a toujours gardé aussi cette option. Moi, je suis convaincu que Trump veut un accord sur le nucléaire. C'est les mêmes Trump qui, en 2017, avait tout fait pour saboter l'accord qu'on avait signé, que Barack Obama avait négocié avec les Iraniens, les mêmes de 2015, oui, qui en 2017, sous la pression aussi, Netanyahu a voulu bloquer. Je crois que là, il la considère comme une option véritable. Et de toute façon, si nous voulons nous assurer véritablement qu'il y a un accord là-dessus, la seule voie, c'est la diplomatie, et c'est pas. Mais alors, il y avait des négociations avant les frappes. Oui, mais Trump s'est gardé, selon moi, toutes les options, y compris la question du changement de régime. Et la chose qui m'interroge, c'est la logique de Netanyahu. Et Netanyahu est uniquement dans une logique de puissance, contre le Hamas, contre l'Hezbollah, au Liban, en Iran. Et il n'est jamais qu'est-ce qui va se passer après l'exercice de cette puissance. Quel est le projet politique ? C'est ça qui est très inquiétant. Parce que même de travailler pour un changement de régime sans avoir un projet politique concret, on risque de se retrouver
en Iran dans une situation Libye puissance 10. Et nous avons vu les désastres libyens. Donc, c'est là-dessus que nous devons insister énormément en tant que communauté internationale et en tant qu'Européens. Alors, Eli Trump, c'est le premier président américain à avoir attaqué les installations nucléaires d'un autre pays, dans ce cas l'Iran. Comment, selon vous, ça va justement marquer sa présidence et est-ce que ses partisans, justement, vont le suivre ? Moi, ce que ça me rappelle, c'est l'intervention en fait, qui avait eu lieu, enfin le bombardement, qui avait eu lieu durant le premier mandat de Donald Trump, en fait, contre les installations en Syrie, quand il y avait eu des attaques chimiques. Il y avait eu aussi quelques tirs de missiles, etc. Et puis, ça s'était arrêté là. Et je pense que là, j'ai l'impression que c'est l'ambition de Trump, c'est on marque le coup, on bombarde, on crie victoire, mais on rentre chez nous. Parce qu'on sait que pour Trump, vraiment, au niveau domestique, c'était très important d'arrêter les guerres perpétuelles. C'était vraiment un élément fort en fait, de sa rhétorique populiste en disant les élites américaines vous ont amené dans ces guerres sans fin, en Afghanistan, en Irak, en Libye. Moi, je ne fais pas ça. Même si là, j'interviens, si je bombarde, c'est une fois et après, on fait la paix. Et je pense que c'est pour ça qu'il insiste beaucoup maintenant, justement, vis-à-vis de Netanyahou, vis-à-vis de l'Iran, en disant maintenant, il faut arrêter de vous battre. Vous ne savez même plus d'ailleurs pourquoi vous vous battez. Enfin, il l'a dit de manière plus vulgaire. Mais maintenant, il faut faire la paix. Alors, il y a une question qui revient souvent dans les débats comme celui-ci, c'est l'absence de l'Europe, ou du moins de l'absence diplomatique de l'Europe. Nous avons posé la question au politologue portugais Henrique Bournei. Il nous a aussi donné son éclairage sur les actions d'Israël. On l'écoute. Israel didn't trust in the diplomatic solution. I think that is the key here. Israël n'avait pas confiance dans une solution diplomatique. Je pense que c'est ça le point clé ici. Après les attaques du 7 octobre, Israël a décidé d'éliminer tous ses ennemis. Et la conséquence, c'est que même quand Trump cherchait un accord, et il semble que c'était sa première option, Israël a voulu s'assurer que les choses n'avancent pas vers un accord sans avoir de son côté tenté de réduire les capacités de l'Iran. Deuxième point, pourquoi les États-Unis et pas un autre pays ? Parce que les États-Unis ont des moyens et une volonté que personne d'autre n'a. Parfois, à Bruxelles ou en Europe, on entend des gens se demander pourquoi l'Union européenne ne fait pas la même chose. La réponse est simple, parce que nous n'avons pas la même puissance militaire et nous ne sommes pas prêts à l'utiliser. C'est inutile de se poser la question « Pourquoi ne sommes-nous pas une puissance mondiale ?» La réponse est claire, nous ne sommes pas une puissance mondiale, voilà tout. Why aren't we a world power? Because we're not a world military power. That's it. Alors Jean-Marc, je me tourne vers vous. Avant de parler d'Europe, d'Europe comme puissance diplomatique, j'ai envie de revenir à ce que le président français Emmanuel Macron a dit. Il n'y a pas de légalité à ces frappes, en parlant évidemment des frappes américaines. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle à la négociation, mais quand le président Macron dit ça, c'est pas simplement un commentaire. Non, ça a une portée. C'est que, au fond, c'est la mort de l'ONU et du système de régulation des conflits, de prévention des conflits, où on décidait collectivement, dans le cas du multilatéralisme, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, si l'usage de la force était possible ou pas. Autodéfense, un pays vous appelle, vous pouvez, sans accord du Conseil de sécurité de l'ONU, le défendre. C'est ce qui s'est passé en Irak. Mais quand il s'agit d'attaquer un pays, il faut un accord du Conseil de sécurité. Et c'est gravissime. Maintenant, tout le monde s'en fiche. Poutine attaque, Trump attaque, Israël attaque. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Deuxièmement, ça a probablement servi à rien. Enfin, je suis prudent. Si on regarde ce que disent les services israéliens, le programme a été retardé de quelques mois, mais n'a pas été. Non, mais je termine. Oui. Là, il a été. Pardon, je suis un peu long, mais il a été retardé de quelques mois, mais probablement pas annulé, et donc il faut revenir. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore une clarté véritable sur ce sujet. En revanche, si on retourne vraiment vers l'Europe, puisqu'on l'a entendu Henrique Bournei, il a quand même parlé de l'Europe d'une puissance de second rang. C'est-à-dire, il ne semble pas que l'Europe soit très active ces derniers temps sur ce sujet. Voilà. Est-ce que l'Europe est une puissance de second rang ? Aujourd'hui, oui, parce que nous n'avons pas assez de puissances militaires et nous n'avons pas assez de stratégies diplomatiques. Ceci est dû à plusieurs raisons. Au Moyen-Orient aussi, parce qu'il y a des divergences sur les priorités et sur les choix qui ont été faits par Israël, par les pays arabes, mais aussi parce que pour les systèmes de l'Union européenne, c'est besoin de trouver l'unanimité, les vétos, etc., a empêché les Européens de développer une véritable stratégie commune sur les enjeux fondamentaux au niveau international. Et il ne peut pas avoir un acteur de politique internationale, même qui dépense plus dans le militaire, qui n'a pas une stratégie commune. Donc, à 27, on pourrait aller, non. À 33, on pourrait aller, non. Il faut qu'un groupe de pays
utilisons les moyens qui existent dans les traités, développe un système européen de défense. Cet argument conclut donc notre conversation. Merci à tous les invités ici présents et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Euronews. À très bientôt. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. Sandro Gozzi, eurodéputé du groupe Renew Europe, Élie Perrault, chercheur à l'université VUB en Belgique et Jean-Marc Germain du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen. Alors merci Donald Trump, le comportement du président américain a permis à son voisin canadien et à l'Union européenne de tomber en amour, comme on dit au Canada. La menace brandie par Trump de faire du Canada le 51e État fédéral a trouvé un écho ici en Europe, où l'on parle du 28e État membre de l'Union européenne. Cette semaine, les dirigeants de l'Union européenne et du Canada se sont réunis à Bruxelles pour un sommet qui portait notamment sur la défense. Mais ce n'est pas tout. Le pacte bilatéral de sécurité et de défense signé ici représente l'accord le plus ambitieux jamais conclu par l'Europe avec un pays tiers. Dans ce contexte, le rêve de voir le Canada rejoindre l'Union européenne est-il vraiment sans fondement, Sandro ? Moi, je me réjouirais, je me sens beaucoup plus proche du gouvernement canadien que de plusieurs gouvernements de l'Union européenne. Par exemple, le gouvernement slovaque ou celui hongrois. Donc, oui. Je crois que ça serait une belle poussée, une belle provocation. Il y a des précédents. Le Maroc, une fois, avait demandé d'adhérer à l'Union européenne, oui. Après, bon, c'était pas considéré un pays européen, mais on est dans une autre époque. Bon, moi, je crois qu'il faut établir un partenariat stratégique fort, spécial, avec les démocraties qui partagent nos valeurs et qui partagent nos intérêts. On a fait un bon sommet et on a lancé un partenariat avec les Britanniques à Londres. Nous sommes en train de travailler avec les Norvégiens et je crois que ce sommet avec le Canada va tout à fait dans la bonne direction. Ouais. La direction d'une alliance de démocratie qu'on devrait développer. Vous voyez comme Sandro aussi une opportunité dans ce nouveau couple UE-Canada? Oui, enfin je pense que l'UE comme le Canada cherche d'autres partenaires, un peu pour contrebalancer cet affaiblissement de la relation transatlantique. Ensuite, je pense qu'il faut être réaliste sur ce qui peut être obtenu à travers de cette relation. Par exemple, le Canada, pour eux, 2 tiers de leur commerce se fait avec les États-Unis. L'Union européenne, c'est leur deuxième partenaire commercial, mais ça représente 10% à peu près de leur commerce. Donc pour eux, ils peuvent augmenter leur commerce avec nous, par exemple, mais je ne pense pas que ça remplacera pour eux leur relation avec les États-Unis. Pour nous, c'est pareil. Le Canada, c'est, je crois, le 12e partenaire commercial. C'est à peu près 1,5% des échanges qu'on a avec le reste du monde. C'est toujours bien de renforcer les relations économiques, les relations de défense, comme ce qu'on a vu. Et le Canada, en fait, en tant que membre de l'OTAN, participe déjà à la sécurité européenne. Ils sont partenaires de l'Union européenne dans des projets comme PESCO, sur la mobilité militaire. C'est déjà une relation très intégrée. Voilà, et ça peut encore augmenter. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'Union européenne, on peut aussi forger des nouveaux partenariat avec d'autres pays qui sont proches. Jean-Marc, plus réaliste, c'est donc ce nouvel accord sur la sécurité et la défense entre Bruxelles et Ottawa. Il ouvrira la voie à une coopération renforcée en matière de gestion de crise, de mobilité militaire, de sécurité maritime, de cybersécurité et de collaboration industrielle dans le domaine de la défense. Alors le Canada est-il en train de remplacer justement les États-Unis comme partenaire privilégié, comme notre partenaire privilégié en Amérique du Nord ? Alors que ça doit être un partenaire privilégié, c'est très clair. D'ailleurs, pour une autre raison qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'on partage le modèle social, on partage les mêmes idées sur la transition écologique qui ne sont pas les idées du moment aux États-Unis. La deuxième raison aussi, c'est qu'on n'en a pas parlé ici, vous en avez parlé à d'autres moments, mais c'est qu'il y a une guerre commerciale qui ne s'est pas arrêtée. D'ailleurs, le président Macron a dit à Trump pendant cette réunion, écoutez, arrêtons la guerre commerciale au moins entre pays de l'OTAN. Et donc, il faut aussi qu'on conforte nos accords avec d'autres pays. D'ailleurs, quand on parle de transatlantique, il y a le Canada, mais il y a aussi le Mexique et avec le Diachenbom, je pourrais dire la même chose. On va écouter l'un des principaux acteurs de ce dossier, qui est tout simplement le Premier ministre canadien Mark Carney, qui nous explique comment il caractérise la nouvelle relation entre le Canada et l'Europe. On l'écoute. On se retrouve aujourd'hui dans un contexte difficile, comme vous venez de le dire. On pourrait même dire qu'on est à un moment clé de l'histoire. On peut rester tourné vers le passé et espérer que l'ancien monde revienne, ou on peut décider de construire ensemble quelque chose de nouveau, avec de la volonté et en travaillant main dans la main. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère de coopération.
of cooperation. Our strategic Canada-EU. Le partenariat stratégique Canada-Union européenne pour l'avenir va renforcer nos liens et nous rapprocher encore plus, que ce soit dans la défense, le numérique, les chaînes d'approvisionnement ou la sécurité. Ensemble, on sera plus solide et plus prospère. This will make us both more resilient and more prosperous. Alors justement, cette nouvelle ère de collaboration dont il parle, Mark Carney, est-ce qu'elle sera irréversible, Élie ? Je pense qu'avec le Canada, oui, probablement les relations vont continuer de s'approfondir. C'est dans l'intérêt à la fois de l'Union européenne et du Canada. Après, le poids relatif de cette relation, justement, par rapport à celle avec les États-Unis, ça va dépendre des évolutions aux États-Unis. Si les États-Unis continuent sur cette lancée populiste, s'ils se détachent de plus en plus de l'Europe, le Canada aura relativement plus de poids. Ça deviendra de plus en plus notre partenaire privilégié. Il faut si on voit un changement, probablement que la relation transatlantique traditionnelle retrouvera sa place. Ouais. Alors, il y a un autre grand sujet, c'est le CETA, qui allie justement l'Union européenne et le Canada. Cet accord économique et commercial global, entré en vigueur en 2017, mais qui n'a pas totalement été ratifié. On s'en rappelle. Mark Carney parviendra-t-il justement, selon vous, Sandro, à convaincre les Européens d'accélérer cette ratification ? Personnellement, j'espère que oui. Parce que le CETA, c'est un accord de nouvelle génération, c'est un accord qui est plutôt équilibré, c'est un accord sur lequel, s'il y a des effets négatifs sur certains secteurs, nous devons prendre les moyens pour compenser, pour atténuer, mitiger les effets négatifs. Mais je crois que c'est un accord qui est bien structuré et je crois que dans cette, nouvelle donne globale, nous devons absolument renforcer nos relations stratégiques et commerciales avec des partenaires qui ont la même vision du monde. Et les Canada et les États, ça fait sans doute partie de cette approche. Moi, je disais avant que, oui, là, on parle beaucoup des PIB, des relations commerciales, mais il y a une question politique, stratégique fondamentale. Nous devons faire une alliance entre les démocraties qui ont compris qu'ils ne peuvent pas dépendre pour leur avenir commercial, stratégique, de sécurité, du choix des électeurs américains tous les 4 ans. C'est ça le message fondamental et c'est ça l'essence politique plus importante de ces sommets. Que les Canadiens, même s'ils sont très liés au marché de l'Amérique du Nord, et les Européens, qui sont très liés au niveau sécuritaire et militaire et commercial avec les États-Unis, ont compris qu'ils doivent se donner un peu plus de marge d'autonomie. C'est sur cette note que nous pouvons clore cette discussion. Retrouvez tous nos reportages et analyses sur l'actualité sur le site et l'application Euronews. Si vous souhaitez poursuivre la conversation, quel que soit le sujet, écrivez-nous à bruxellesjetem@euronews.com ou via les réseaux sociaux. Merci à nos 3 invités et merci à vous tous de nous suivre. À très bientôt sur Euronews.